Bonsoir Benoît, Bonsoir Maïva. merci d'être avec nous ce soir après cette grande conférence sur pourquoi et sur quoi entreprendre. Euh, Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Super, bah bien sûr. Bon, moi, Benoît Richard, 34 ans. J'ai cofondé il y a 4 ans, maintenant 4 ans et demi, deux sociétés, Yousso et Marcel. Euh, j'ai cofondé les boîtes donc, le 1er janvier 2014. On a cédé les entreprises le 1er août au groupe Renault-Nissan. Le projet, c'est dans le secteur de la mobilité. La vision était de se dire que le transport urbain allemand, donc ce qu'on appelle le transport urbain allemand, c'est taxi, VTC, ambulancier, logistique du dernier kilomètre. Tous les gens qui font du point à point professionnel en ville est un secteur qui allait beaucoup bouger avec une disruption technologique forte, avec l'arrivée du smartphone, une capacité à optimiser sa ressource de manière beaucoup plus puissante. Et cette disruption a été exploitée à plein régime par des grosses plateformes type Uber, chauffeur privé à Paris connu, mais il y a aussi d'autres grosses plateformes mondiales type Grab, Didi, enfin, il y en a plusieurs. Et donc, dans cette disruption, nous, on a fait un choix assez différent, qui était de se dire que le secteur resterait un secteur éclaté avec des acteurs locaux. Et notre idée était plutôt de développer une technologie qui allait être apportée en marque blanche à différents acteurs locaux. Et au moment où vous avez eu cette idée, c'était quoi la maturité? Parce que bon, aujourd'hui tout le monde utilise un chauffeur privé ou un Uber assez naturellement, mais à l'époque où l'idée vous est venue, ça existait déjà, on entendait parler, vous aviez travaillé dans le secteur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu avoir cette intuition-là, à ce moment-là? Parce que finalement, plutôt avant-gardiste. Alors Uber n'était pas encore très gros à l'époque. Après, pas très gros, enfin, faut vite le dire parce qu'ils ont, quand on a commencé, je pense un mois après qu'on commence, ils levaient leur première somme assez significative, le tour de table qu'ils ont fait avec Google Venture, où ils ont levé 500 millions ou 1 milliard. Euh, Globalement, la vision, on l'avait avant. Donc, on a vu arriver Uber quand c'était vraiment tout petit. Et notamment, on a vu arriver Uber quand au début, c'était un service très qualitatif. Mais ce dont on était persuadé, c'est que euh, à la fin, Uber se développerait sur une disruption technologique très forte. euh, et la capacité qu'ont aujourd'hui les technologies d'optimiser la gestion d'une flotte. Je vais donner un exemple simple. Sans donner les chiffres, je pense qu'aujourd'hui Uber à Paris c'est 5 ou 6 fois G7 en volume. C'est 80 personnes, 100 personnes, pendant que le G7 c'est 500 personnes. Et ça, tout ça autour d'une technologie qui permet d'optimiser énormément de process, d'automatiser beaucoup de choses. Et c'est cette technologie-là qu'on a voulu faire de notre côté et déployer dans des acteurs existants. Plutôt que de développer notre propre Uber, parce qu'on ne voyait pas forcément l'intérêt à avoir une marque internationale et un réseau international. Finalement, les gens qui utilisent Uber aujourd'hui en se disant j'utilise Uber parce que c'est à Londres et à New York, c'est très très peu de gens. C'est des gens qui sont dans un cadre professionnel. Finalement, ça va être 5-10% du marché à Paris, alors que Paris c'est une ville très touristique. Et nous, notre objectif, c'est de se dire en fait, il va y avoir plein d'acteurs qui sont intéressés par cette disruption technologique. Monter une technologie là-dedans, ça prend beaucoup de temps. La preuve, nous, avant de commercialiser l'outil à un autre client que notre propre client, qui est donc Marcel, qui a été un peu notre laboratoire, ça a quand même mis 3 ans et on a dépensé 1,5 million, 2 millions. Donc une flotte pour développer cet outil-là, puis après continuer à le développer, parce que notre outil, on a encore beaucoup d'efforts d'investissement à mettre dedans. Le maintenir, bah, c'est pas possible pour une flotte locale. Et la réalité, c'est que on pensait que le positionnement d'Uber était forcément un positionnement qui pouvait être gagné en partie, mais qui était très compliqué parce qu'il fallait beaucoup d'argent pour conquérir marché par marché. Vu que c'est un secteur qui reste très local, il fallait conquérir tous les marchés. Et la réalité, c'est que notre stratégie a été plutôt payante parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que Uber se retire de plein de marchés et que les acteurs commencent à se consolider sur certains marchés. Et donc, nous, on avait pris ce pari-là au départ. Où on nous a un peu regardé bizarrement au début en mode mais vous êtes fous, il y a les Uber et tout ça qui lèvent des milliards, vous êtes fous de faire ça. Et la réalité c'est qu'aujourd'hui notre pari a été gagnant, on peut dire. Et du coup, vous aviez dès le début pensé à faire Yousso et Marcel en Ouais, même temps? ouais. Ouais. Ah, hyper compliqué. Alors ça c'était un vrai sujet parce qu'on se disait voilà déjà une boîte, pourquoi deux?
Pourquoi deux? C'est impossible. Malheureusement, on n'avait pas le choix, c'est Ouais, comme c'est ça. ça. On voulait le faire. On savait qu'on voulait. On n'a pas dépensé 1 euro de marketing dans Marseille. Et Ok, Marseille vous avez aujourd'hui. fait comment du coup? Et on a fait 5-6 millions de volume d'affaires. Bouche à oreille, en travaillant en service de Ok. qualité. Moi, au début, je recrutais des chauffeurs. Je commandais des Uber. J'appelais le chauffeur, j'annulais le Uber. Et je disais au chauffeur, je veux vous parler pour travailler avec un concurrent d'Uber. Le fameux gros hacking Voilà, de exactement. longtemps. Ce qui m'a valu d'être viré d'Uber, enfin de ne plus avoir le droit d'utiliser l'application Uber. Euh, mais on a commencé la plateforme comme ça, et en fait on n'avait pas le choix parce que aller voir un client un peu sérieux en lui disant je vais faire tes technologies Coco, Ouais, c'était un POC en fait. ah, ouais, et Ouais. surtout cette technologie elle est clé Ouais. chez notre client. C'est son ERP globalement, c'est l'outil qui lui permet de gérer sa flotte. Et bah, quel client d'une taille raisonnable va faire confiance à 3 fondateurs aussi sympathiques soient-ils pour leur dire je vais faire ton logiciel. Écoute, montre ça avec quelqu'un d'autre. Donc on a décidé de faire ça. Et après, il faut aussi bien voir, c'est qu'on avait bien vu l'opportunité de marché très particulière à la France. C'est l'arrivée de la législation des VTC qui n'existait pas en France. Hein. Les VTC, ça existait dans plein d'autres pays. Et la France était quand même un secteur, était un pays où il y avait vraiment une opportunité de marché à se lancer. Et ça commençait déjà à chauffer un peu au niveau de la législation ou pas? Non, mais les VTC, en fait, la législation VTC s'est montée un an avant que Uber arrive. Et c'est là où tout le monde a commencé à se monter sur cette législation. Et c'est celle-ci qui a permis l'expansion très très rapide d'Uber. Mais du coup, après, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec Uber et les taxis, Mhm. dans quelle mesure, vous, votre solution, justement, elle permet Bah, de contourner ça? elle permet, entre guillemets, nous, notre objectif. Alors, G7 aujourd'hui pas notre client, on pourrait imaginer qu'un jour ils le deviennent. Alors, G7 est un peu un ovni dans le monde du taxi, parce que c'est une énorme entreprise qui a. Enfin, je crois que c'est la plus grosse entreprise de taxi au monde, tout simplement. Notre objectif, c'est d'aller vendre à des acteurs type G7 en leur disant bah, utilisez la disruption technologique d'Uber pour vous et optimiser vos process et optimiser votre flotte. Parce que le cœur du secteur, c'est optimiser le taux d'occupation du chauffeur. Et tout à l'heure, tu mentionnais 3 fondateurs. Est-ce Ouais. que, pour revenir un peu au début, est-ce que parmi vous trois, il y en avait qui étaient... On parle souvent que c'est l'équipe qui permet à un projet d'exister. Ça peut être parce que dans l'équipe, il y a eu des gens qui ont déjà réussi des projets entrepreneuriaux, ou parce que les compétences sont là, ou parce que... comment cette équipe s'est créée? Est-ce que vous aviez déjà entrepris? Est-ce que vous aviez des compétences Alors, personne n'avait jamais entrepris. Bah, du coup, on a fait un petit paquet d'erreurs. On n'avait jamais entrepris. Moi, je l'ai monté à la base avec un ami d'enfance. Ok. Sur lequel en fait on s'est rejoint complètement par hasard sur ce sujet-là. Un jour, il revenait de Londres où il avait vécu et on faisait une petite séance de squash et je lui dis mais moi le secteur de la mobilité m'intéresse, c'est le secteur du taxi, il y a des choses à faire. Et c'est lui qui m'a appris ce jour-là, il m'a dit mais il y a une législation qui est passée il y a 6 mois, c'est un secteur auquel je m'intéresse. C'est là que je lui ai dit bah, allez vas-y, on réfléchit vraiment à ça. Et par contre, le troisième associé n'a pas été cherché n'importe où parce que il vient du monde de l'aérien et qui est un monde qui s'est numérisé dans les années 80, l'aérien. Et la numérisation de l'aérien, ça a eu un effet énorme d'optimisation avec du revenu management, l'optimisation du planning du personnel de bord, toute une optimisation autour de la numérisation du secteur, qui a fait qu'on est passé au début des années 80 à qui prenait un avion. C'était le costard cravate cadre sup. À aujourd'hui, n'importe qui prend l'avion. Si on s'y prend bien, on prend un avion pour 30 euros pour plein d'endroits. Et cette disruption, elle a été liée à la numérisation, au fait de pouvoir en temps réel fluctuer les prix en fonction de l'offre et de la demande, faire des choses beaucoup plus smart qu'on ne le pouvait avant. Et donc nous, notre vision, c'était de se dire, mais ce secteur va être numérisé de la même manière, il va énormément évoluer, il va shifter vers un secteur où les prix vont beaucoup baisser, il va y avoir des énormes opportunités. Et on a rencontré notre associé dans ce cadre-là. Et du coup, vous êtes allé chercher quelqu'un dans l'aérien? Alors, ce serait réinventer un peu l'histoire, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais en l'occurrence, on a trouvé quelqu'un qui venait de l'aérien, qui s'appelle Béchir Tourki, qui a fait de la recherche opérationnelle. Lui, il travaillait sur les algos. C'est lui qui était en charge de l'algo de revenu management d'Air France. Et où vous l'avez trouvé? Parce que tout le monde se demande comment trouver l'associé magique, et là en l'occurrence c'est la bonne compétence, mais il vous est tombé dessus. Non, mais il faut, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un peu de, il y a un peu de chance, un peu de hasard.
Et honnêtement, on commençait à chercher. Ouais. Et Bertrand, à l'époque, moi je travaillais encore, Bertrand, qui est mon copain d'enfance, on était à l'époque dans un autre incubateur d'une autre école que je ne citerai pas devant cette caméra. On les aime beaucoup. Et dans le cadre de cet incubateur, comme c'est un incubateur qui prenait aussi des gens scientifiques qui connaissaient pas l'administration d'une boîte, il y avait des cours de compta et machin. Et moi j'ai bossé encore à l'époque et mon associé me dit je vais aller au cours. Un jour il me dit ouais je vais aller au cours, il y a des cours de compta. J'ai dit mais pourquoi tu vas faire ça? Il me dit mais j'ai jamais rien écouté en cours donc tant qu'à faire je vais rattraper le temps perdu. Il y est allé, au bout d'une demi-heure il se faisait chier comme un rat mort. Il était à côté d'un type avec qui il a discuté et ce type s'est avéré être le cousin de notre Béchir. Oh, c'est grandiose. Voilà la chance. Ah, mais et puis en même temps, ça invite aussi à justement rencontrer des personnes qui ont d'autres compétences et puis pourquoi pas retourner dans les cours de compta. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut trouver son associé. Trop belle histoire. Et du coup, tu disais que vous n'aviez jamais entrepris, que vous aviez fait des bêtises. Ouais. Si tu devais là réentreprendre, ce qui arrivera peut-être dans les années à venir, est-ce que comme ça tu pourrais dire quels sont les points où tu te dirais là vraiment, je ferais pas pareil? Oh, plein. Plein de points. Okay. J'irai plus vite au début. Au début, on s'est posé beaucoup de questions. J'irai plus vite, très vite. En fait, on avait la bonne idée et j'ai voulu qu'on soit très carré sur la certitude du projet avant d'y aller. C'est une question de vélocité au départ. Il y a une question de... On a sous-estimé l'administration de la boîte. C'est un sujet sur lequel on avait pris un comptable pas cher que tout le monde nous avait conseillé, qui s'est avéré en plus dans cette histoire. Il a pris tout l'incubateur. C'est un mec qui était... d'ailleurs, c'est un ancien, tu connais l'histoire. Je pense qu'on le connaît effectivement. Voilà, le mec de en fait s'est avéré être un expert, pas un vrai expert comptable. On a eu un gros souci d'administration. Beaucoup d'entreprises qui ont eu ce genre de problème. Ouais, et donc là, moi je dirais, une boîte, vous prenez le premier jour, vous prenez un super expert comptable, vous le payez cher, parce qu'il est hyper important dans le suivi de votre boîte, administratif, pas faire de conneries, suivre la TVA, les payes, l'URSSAF, enfin c'est des choses que moi j'ai découvert. Donc ça c'est un premier conseil, vraiment gérer l'administration et ne pas le faire soi-même. Ça n'a aucun intérêt. Vous prenez un DAF à temps partiel, ça existe, ça coûte 1 000 € par mois ou 1 000 € par trimestre, si on prend que par trimestre en fonction de la taille. Et prendre des gens qui le fassent, c'est pas là qu'est votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'un dirigeant, c'est de vendre. C'est le premier vendeur de sa boîte. Il faut vendre, c'est vendre, vendre. Et donc, je structurerai l'administratif beaucoup plus vite, avec une office manager, etc. Et je mettrai plus de moyens. J'ai aussi refusé de l'argent plusieurs fois. Notamment, j'ai levé moins d'argent parce que je voulais pas trop lever ma valo et pas trop me diluer. Et parfois, je pense que j'aurais dû plus prendre l'argent qu'on me donnait. Il faut pas hésiter à prendre des moyens. Il faut pas hésiter à être ambitieux. Quand on a un projet ambitieux, et notre projet est ambitieux dans un secteur très ambitieux avec des très gros acteurs, il faut pas hésiter à lever de l'argent et se donner les moyens. Oui, ça dépend probablement un peu des projets. J'imagine que maintenant tu connais beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tous les entrepreneurs que tu connais ont levé de l'argent? Est-ce que tu en connais qui n'ont pas levé de l'argent ou pas tout de suite? Est-ce que quelle diversité entrepreneuriale tu vois autour de toi? C'est une bonne question. Je connais. Alors, je connais pas de gens qui lèvent pas d'argent. Okay. J'en connais pas. Après, c'est le rêve de tout entrepreneur de ne pas se diluer. Donc, s'il y en a un qui a le projet génial à 100% du capital qu'il a intérêt. Moi, j'ai aussi aimé avoir des investisseurs, personnellement. Plein de sujets. C'est des gens qui, du coup, ont de l'argent dans la boîte, donc vont dire ce qu'ils pensent. On va être franc. Et puis ça aide à pousser. Enfin, mine de rien, personnellement, j'avais un petit baobab dans la main, même si j'aime bien bosser, j'ai bossé, je l'ai fait à fond, mais ça pousse aussi, quoi. Ah ouais. C'est l'émulation, ça aide à pousser dans les moments où on est moins dedans, quand on a des points mensuels, des boards, et toutes ces quantités dans lesquels les investisseurs arrivent en disant les chiffres sont pas là, etc., ça pousse, quoi. Donc ça peut être aussi c'est aussi une partie prenante, quoi. C'est pas juste de l'argent. Exactement, c'est pas que de l'argent. Et d'ailleurs, un conseil que je donnerais, effectivement, quand vous cherchez de l'argent, il faut pas que de l'argent. Il faut chercher aussi des gens qui apportent plus que de l'argent. Un maximum, quand on a le choix, bien sûr, mais il faut essayer. Et du coup, je pense un peu à la conférence qu'on a eu tout à l'heure, donc la question de sur quoi entreprendre. Vu que maintenant, je pense que t'es assez assuré sur le fait que t'aimes ça et que tu t'en sors plutôt bien,
pour la prochaine boîte de ces prochaines années, comment tu vas faire pour... est-ce que tu sais déjà ce sur quoi tu as envie d'entreprendre et si tu ne le sais pas, comment tu vas t'inspirer? Alors, j'ai déjà des idées, Ouais. et je pense qu'à chaque fois que je sors dans la rue, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle idée qui vient. J'aime ça, quoi, j'ai vraiment envie. Euh, Ce que je cherche, c'est un gros projet, un projet où il y a de l'ambition, un gros marché, quelque chose où je peux aller et faire un gros truc, quoi. J'aime bien les marchés où il y a des barrières à l'entrée, un peu fortes, c'est dur, quoi, parce que une fois qu'on les a franchis, ben, au moins on est sûr d'avoir un peu moins de monde à côté de soi. Après, aujourd'hui, c'est pas défini. Euh, Comme je disais tout à l'heure, si je sens que le bon projet c'est de planter des carottes, j'irai planter des carottes. Moi, je fais ça un peu par passion, de monter une équipe, de monter un projet. J'ai pas une passion pour un secteur particulier. Je suis plutôt un entrepreneur assez transparent sur la stratégie de la boîte. Et ce qui s'est passé, j'ai toujours été très transparent avec les salariés. Euh, ça c'est ça qui me plaît, quoi. C'est que tout le monde est dedans, tout le monde est responsabilisé, tout le monde a envie du développeur à l'office manager, au business développeur. Euh, tout le monde sait sur quoi on travaille et a envie et y croit. Et du coup, quand vous avez monté ce projet, tu avais déjà l'idée de le revendre, j'imagine. C'était un peu dans la stratégie, de toute façon, vu que tu crées un outil pour des organisations. Donc, est-ce que dès le début, tu y as pensé? À partir de quel moment ça s'est décidé? C'est quand le bon moment aussi? Tu vois, comment tu as su que c'était maintenant ou que t'allais pas encore un peu pédaler Alors, pour l'envoyer? c'est une excellente question. Je sais pas si c'était bon avant. Je sais pas, mais je reste persuadé quand même que l'entrepreneuriat, il faut un peu de chance pour réussir des gros trucs. Et, euh, ça a été une question de timing. C'est-à-dire que ma vision pendant 3 ans s'est vachement affinée. Je suis parti d'une vision qui était celle de se dire il y a une disruption technologique, il faut y aller, à globalement, euh, la voiture autonome arrive dans 5 ans et si les car manufactureurs, si les loueurs de voitures, ces gros acteurs-là ne rentrent pas dans le monde du taxi, c'est des gens qui risquent de mourir. Et donc, c'est vers ces gens-là qu'il faut que j'aille vendre ma vision et voir comment je peux les faire adhérer à mon produit et faire utiliser mon produit. Mhm. Et en fait, je me suis confronté à un problème, c'est que ces acteurs-là ont ultra adhéré à ma vision, ultra adhéré à mon produit, mais m'ont dit c'est sympa mon petit coco, mais ok, t'as levé 3 millions, machin, mais là, moi, pour que j'utilise ton outil, je pèse des milliards, donc je vais mettre de l'argent dans ta boîte et on va bosser ensemble. Et après, moi, j'ai refusé l'argent en levée de fonds. Je pensais qu'avoir un industriel au capital, c'était pas du tout adapté. Mhm. Parce que soit je restais agnostique à tous ces acteurs. Pour moi, si je veux être une plateforme en marque blanche, il fallait que je reste agnostique. Et en fait, ces acteurs-là, je voyais bien que j'allais être confronté à ce problème-là. C'était très stratégique pour eux, donc je comprenais leur vision. Mhm. Et globalement, au début, j'ai essayé un peu de me dire, bah, je vais peut-être pas y aller. Mais je me disais, le problème, c'est que si j'y vais pas, ces gens-là, ils vont avancer. Et que bah, je passerai peut-être à un moment donné, il n'y a pas que moi qui ai des bonnes idées et qui montent des trucs bien, quoi. Donc, je peux passer à côté. Et donc, c'était une question de timing, quoi. Le timing, et j'ai senti que l'industrie en face, en l'occurrence celui qui m'intéressait le plus, Renault-Nissan, voulait y aller, et donc on a entamé une discussion. Ouais, ce qui m'a fait tenir, bah, c'est d'abord l'envie, j'y croyais, hein. Il faut croire à son projet. Euh, je pense que, en tout cas, je trouve ça très positif qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école aient vachement plus envie d'entreprendre que d'aller en finance de marché. Ça me paraît plus vertueux, on va dire. Après, ce que je disais, c'est vrai tout à l'heure, c'est que, alors certes, il y a 80% d'échecs dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont dans l'entrepreneuriat pour y aller. Il faut quand même globalement avoir une vision sur un secteur. On n'a pas besoin d'être un expert de la mobilité. Je n'étais pas un expert de la mobilité quand j'ai démarré. Mais il faut y aller avec un seul secret, c'est travailler énormément. Et il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, et je l'ai vu quand j'étais en incubateur, des mecs qui sont là, et qui travaillent pas beaucoup. Donc soyez ambitieux, euh, cherchez à aller vite, euh, et bon courage.